Donc, on va donner la parole à Jean-Luc Fellahi. Bien, ma chère Diane, mon cher Osama, chers collègues, merci aux courageux qui sont levés tôt pour cette session. Et puis merci aux deux orateurs qui devaient passer avant moi d'avoir accepté de décaler leur présentation, parce que j'ai un conflit d'agenda avec une autre présentation dans une session simultanée. Donc je vais vous présenter des résultats qui sont tirés du registre NAPAR, vous savez, qui est ce gros registre européen lié à l'utilisation de la protéine en chirurgie cardiaque depuis sa réintroduction avec la nouvelle autorisation de mise sur le marché qui a été donnée en France et en Europe. Et je vais présenter au nom de mes co-auteurs, donc, qui sont Bernard Chollet de Paris, Pascal Colson de Montpellier, Sophie Provenchère de Paris, Bertrand Rozec de Nantes et Marc Sénard de Liège, au titre ou au fait que je suis en fait le responsable pour la France de la tenue de ce registre. Alors, j'ai évidemment un lien d'intérêt avec cette présentation puisque c'est Nordic Pharma en fait qui est chargé en fait de conduire ce registre. Donc NAPAR, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, mais très rapidement, donc je vous rappelle, c'est une étude post-AMM qui a été demandée par les autorités européennes et puis françaises pour, à la faveur, je le disais, de la réintroduction de la protéine en chirurgie cardiaque chez les patients à risque hémorragique, s'assurer en vie réelle de l'efficacité d'une part et puis de la sécurité d'utilisation d'autre part de la molécule, puisque je ne vous refais pas l'histoire que vous connaissez, mais la saga à protéine a commencé il y a bien longtemps avec des hauts, des bas, un retrait du marché, un retour sur le marché. Donc là, les données de ce registre, avec donc en France une indication qui est dans l'AMM in-label, c'est la revascularisation coronaire isolée du patient à risque hémorragique, c'est-à-dire soit rédux, soit sous bithérapie antiplaquettaire au moment de l'intervention. Et puis, on avait dès le départ défini au sein d'Arcotova, des indications off-label, donc hors AMM, sur du risque hémorragique, soit lié aux caractéristiques du patient, soit lié aux caractéristiques de la chirurgie, soit lié aux deux. Et ces indications off-label étaient évidemment beaucoup plus nombreuses que les indications dans l'AMM. Et puis vous savez qu'il y a deux façons, deux schémas posologiques qui peuvent être utilisés quand on prescrit de la protéine, soit la demi-dose, le demi-Royston, le semi-Hammersmith, tout ça, ça veut dire la même chose, qui, à la faveur des Français, d'abord parce que c'était nos habitudes de prescription, et puis pour des raisons économiques aussi, et la pleine dose ou Royston complet ou full Hammersmith qui double donc les doses et qui est plutôt utilisé au Royaume-Uni notamment, mais pas que. Donc il y avait ces deux possibilités de schéma posologique à la disposition des prescripteurs, et puis les prescripteurs évidemment étaient complètement libres de faire ou de ne pas faire de la protéine, mais dès qu'on en faisait, le malade donc était inclus dans ce vaste registre européen, avec une volonté d'exhaustivité. Donc voilà le flowchart sur la période de tenue du registre qui s'est étendue de 2016 à 2022, fin 2022. 8165 patients, vous voyez, ont été exposés dans les 9 pays à la protéine. 6798 ont été effectivement inclus dans le registre NAPAR, ce qui est pas mal. Et 6730 ont pu être analysés, c'est-à-dire qu'en fait, on a été assez exhaustif malgré tout dans l'analyse que l'on a pu faire de cette vaste cohorte de patients européens.
Alors quand on regarde la répartition par pays que vous avez là, vous voyez que le Royaume-Uni et la France représentent à eux deux à peu près 70% des patients inclus dans le registre. Et puis les 30% restants, ou les 25% restants, c'est la Belgique, l'Allemagne et puis les pays scandinaves pour une participation plus modeste. Sur la distribution donc, des régimes de doses, quand vous regardez, donc c'est en jaune tout en haut, tout pays confondu sur l'ensemble de la cohorte, vous voyez que ça se répartit finalement pas mal entre ceux qui ont reçu une dose complète, ceux qui ont reçu une demi-dose. On n'est pas tout à fait à 50-50, mais finalement on n'en est pas très loin. En revanche, ça cache de grandes disparités selon les pays. Et en France, par exemple, en orange, eh bien, vous voyez, vous le savez, qu'à 95%, et même probablement un peu plus, on a utilisé la demi-dose, alors qu'au Royaume-Uni, si vous regardez, la deuxième ligne, à plus de 80%, ils utilisent à l'inverse la dose complète. Et puis, on a aussi des différences entre l'utilisation in-label, c'est-à-dire en chirurgie de revascularisation coronaire isolée ou en chirurgie off-label. Et vous voyez là aussi qu'en France, on a eu une utilisation très majoritairement off-label, alors que par exemple des pays comme l'Allemagne, ça ne s'invente pas, avait une utilisation exclusivement in-label, puisque le off-label était un critère de non-inclusion dans le registre. Sur les caractéristiques des patients, bon, je ne m'attarde pas parce que vous pouvez trouver en fait toutes les données de ce registre qui ont été publiées l'année dernière dans l'European Journal of Anesthesiology. Bon, on retrouve des choses que l'on connaît bien, sans particularité, sans spécificité non plus. Donc pour aller plutôt sur ce qui nous intéressait là, c'est-à-dire en fait la comparaison entre les deux régimes de doses. Donc le code couleur, quand dans le tableau sur les critères d'efficacité et de sécurité liés à l'utilisation de la protéine, c'est en vert, ça veut dire que c'est la pleine dose qui semble plus intéressante, plus efficace ou plus sûre, et quand c'est en rose, c'est la demi-dose qui semble la plus efficace. Donc l'analyse, là, ce sont des analyses univariées que je vous propose simplement. Donc si on commence par les indications en revascularisation coronaire, donc in-label, vous voyez qu'il y a un avantage statistique, en tout cas, à l'utilisation de la pleine dose avec moins d'événements thromboemboliques graves post-opératoires, 6 fois moins d'événements thromboemboliques graves post-opératoires. En revanche, pour le reste, sur le risque rénal, sur l'efficacité mesurée là par la reprise pour saignement ou sur la mortalité hospitalière, il n'y a pas de différence entre les deux régimes de dose. Dans l'utilisation off-label de patients globalement qui étaient plus à risque hémorragique, là c'est plus net et vous voyez que l'utilisation de la pleine dose semble donner de meilleurs résultats. C'est de nouveau vrai sur l'incidence des événements thromboemboliques graves post-opératoires, mais c'est vrai aussi sur l'incidence de la dysfonction rénale qui est moins fréquente quand on utilise la pleine dose. C'est vrai sur les reprises pour saignement qui sont moins fréquentes quand on a utilisé un Royston complet. Et puis, ça sort aussi sur la mortalité hospitalière et sur la mortalité à 30 jours. Donc, un message, une tendance assez nette qui semble en faveur de l'utilisation d'un Royston complet. C'est pour ça que ces résultats sont intéressants parce qu'évidemment, ça va à l'encontre de nos pratiques françaises et donc ça fait poser la question éventuellement quand on choisit d'utiliser la protéine sur des malades ciblés à risque hémorragique, que ce soit in-label ou off-label, peut-être de privilégier finalement un Royston complet en termes d'efficacité sans alerte particulière sur la sécurité du produit, voire même le contraire. Donc sur la discussion,
Bon, les forces du registre NAPAR, c'est un très gros registre international de, vous avez vu, presque 7000 patients qui ont été inclus sur une période longue avec des données de vraie vie, comme on dit, des patients à haut risque hémorragique, soit opérés de pontage, soit opérés de chirurgie cardiaque plus complexe, avec une relative bonne exhaustivité donc des données et des données traitées. Les faiblesses sur les résultats que je vous présente là, pour l'instant, ce sont simplement des analyses univariées, donc il convient de rester prudent. On est sur des datas brutes, hein, et donc on travaille là sur maintenant la construction d'un modèle de propensity score pour ajuster les niveaux de risque entre les deux groupes, et puis on verra si les résultats sont confirmés ou pas. Comme c'est un registre, évidemment, ça n'est pas une étude à la base comparative, c'est-à-dire qu'on n'a pas un groupe contrôle, par exemple, qui aurait reçu de l'acide tranexamique, qui ferait un troisième groupe auquel on pourrait comparer les données des deux groupes à protéinine, demi-dose et pleine dose. Et puis, vous avez vu une variabilité importante en fonction des pays sur la façon en fait, d'utiliser la molécule et dans les indications et dans le choix de la dose. En tout cas, pour l'instant, donc cette dose entière, et c'est le message, s'accompagne manifestement d'une réduction significative de la morbimortalité post-opératoire sans signal négatif sur la sécurité d'utilisation du produit, quelle que soit l'indication, quelle que soit la dose, à confirmer donc prochainement, une fois qu'on aura finalisé les analyses statistiques, qu'on aura construit le modèle de propensity score. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Luc pour la présentation de ces données. Est-ce que... Oui, Alexandre. Merci beaucoup pour la présentation. Et comment vous allez vous sortir de l'effet centre et de l'effet pays? Là, on a vu que les données sur les pays, mais on imagine quand même que sur les centres, ça devait être encore plus dichotomique sur l'utilisation de full dose ou half dose. Comment vous allez faire pour prendre en compte ça? Est-ce que ça va être une limitation de l'analyse multivariée? Écoute, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir encore la réponse. C'est-à-dire que oui, je pense qu'on va analyser, il va y avoir un ajustement par pays, au moins. Et puis, on n'a pas encore tout à fait fini, tu vois, parce qu'on discute beaucoup sur la construction de ce propensity score, parce que la clé, elle est là, et on n'a pas encore complètement fini les discussions. Mais c'est sûr que ça pose un certain nombre de problèmes méthodologiques qui ne sont pas très faciles à résoudre. Comment on pourrait faire sortir un message qui soit scientifiquement entendable, tu vois, sans basculer dans le bidouillage de data en construisant un modèle qui nous arrange ou des choses comme ça. Ouais. Donc, je n'ai pas complètement la réponse encore, mais je reviendrai avec les résultats définitifs une prochaine fois. Alors, je ne sais pas, ça sera à Nancy, mais... Et puis on pourra en rediscuter. Alors moi, pareil, c'était un peu dans la même idée qu'Alexandre, parce que est-ce que le résultat, par exemple, sur l'événement thromboembolique était attendu, ou je ne sais pas si tu penses que c'est un biais ou si ce résultat va persister. Il est assez surprenant, celui-là. Ouais, je ne sais pas non plus, en fait, parce que ils ne sont pas faciles à interpréter, ces résultats, hein, sur les données brutes. Il y a des choses auxquelles on pouvait éventuellement s'attendre, parce que quand on réfléchit à la façon dont fonctionne la molécule, ce débat sur la demi-dose, la pleine dose, il n'est pas récent, en fait. Hein. Là, actuellement, ce sont surtout des habitudes de prescription selon les pays. Puis nous, on l'a surtout fait pour des raisons économiques. Il y a la littérature ancienne aussi, qui n'était pas très convaincante sur les bénéfices de la pleine dose en termes d'efficacité notamment. Donc du coup, nous, en France, on est resté sur la demi-dose parce qu'on est économe. Tu vois. Et puis, les résultats... on n'explique pas tout quand même, parce qu'on pouvait s'attendre, en tout cas moi je pouvais m'attendre, mais ceux qui ont participé peuvent s'exprimer, éventuellement à une efficacité plus grande quand on utilise la pleine dose, mais peut-être avec un surrisque, notamment sur le rein, ou un surrisque sur des événements thromboemboliques graves. Et puis on trouve le contraire, on a l'impression que la pleine dose est moins risquée et plus efficace, et les explications, on peut en avancer, mais c'est complètement, comment dirais-je, spéculatif, quoi, parce que pour l'instant,
Puis on verra, mais ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait des pays où ils étaient à 50-50 entre pleine dose et demi-dose. Donc il y aura peut-être quand même, comme tu dis, avec des corrections de biais, parce qu'on se dit que s'il y a des pays où ils utilisent des fois la pleine dose, c'est sur peut-être des patients plus graves ou des choses comme ça, quoi. Mais, Alors sur certains pays, oui, et puis sur d'autres pays, la question ne se pose même pas, puisque Ouais. tu vois, nous en France, on a fait 100% quasiment de demi-dose. Les Anglais sont, depuis M. Royston lui-même, sont très full dose, quel que soit le risque hémorragique. Donc on essaie de voir en fait ce qu'on peut sortir de ce gros registre qui puisse être intéressant ou apporter éventuellement des informations susceptibles de modifier un peu nos pratiques, mais on reste prudent pour l'instant parce que c'est très pas facile à interpréter tout ça. pas d'autres questions? Bon, bah,